Voilà une semaine que l'on est sans nouvelles de Mohamed Camara. Cet étudiant de 18 ans a disparu après une soirée en discothèque sur l'île de Nantes. Depuis, ses proches se mobilisent pour le retrouver. Adrien Godet. Inlassablement, Léon placarde chaque jour des portraits de son ami disparu, Mohamed. Fabriqués par des proches du jeune homme, 1000 affiches sont désormais visibles dans le centre-ville de Nantes ou sur le campus. Beaucoup de ses copains ont participé, on était peut-être une soixantaine à Nantes mardi. On a découpé Nantes en plusieurs quartiers et on s'est réparti le collage. On peut faire que ça, quoi. Chercher de notre côté, c'est un peu compliqué, on n'a pas les moyens adéquats pour nous chercher à le retrouver. Du coup, le mieux, je pense, c'est de se mobiliser comme ça en partageant sa photo, son information. C'est tout ce qu'on peut faire pour lui, mais c'est déjà énorme, je pense. Et Mohamed a été aperçu pour la dernière fois ici, à la sortie de la discothèque Le Floride. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte et c'est au niveau du quai Wilson, à 2 pas de la discothèque, que sa trace a été perdue par les chiens pisteurs de la gendarmerie. Des plongeurs et aujourd'hui un hélicoptère ont ratissé la zone sans succès. Toutes les hypothèses sont donc encore ouvertes, même si ses proches ne croient pas à un suicide. Il avait rien d'anormal, une soirée normale comme les autres. On l'a pas vu partir et après on l'a pas retrouvé. C'était pas un mec mal dans sa peau du tout, il était hyper jovial, hyper joyeux, tout le temps en train à faire la fête, ou hyper sympa avec tout le monde, hyper sociable et du coup on pose pas du tout à cette piste. Et ses amis prévoient déjà de coller de nouvelles affiches ce samedi à Nantes et dans les communes alentours. L'opposition nantaise présentait ses vœux hier avec déjà en tête les élections municipales de 2020. Jean-Michel Maigret. Je voudrais vous dire que le projet est magnifique, l'ambition est belle, cette année 2017 va être formidable. Le ton est donné, la droite y croit, la droite et le centre, l'opposition municipale croit en 2017, mais elle a surtout 2020 en ligne de mire, les prochaines élections municipales. Nous ne sommes qu'à mi-mandat, mais leur constat est d'ores et déjà sans appel et ils ont martelé ce message hier soir lors de cette cérémonie de vœux. La gauche ne tient pas ses promesses. L'explosion des impôts locaux, des projets qui explosent en matière de coûts. Je vais simplement prendre celui du CHU, 300 millions d'euros annoncés, 976 millions finalement aujourd'hui. On pourrait multiplier les exemples de ce type. Une droite confiante après les élections départementales, mais surtout les régionales il y a un an. Je ne sais pas si c'est parce que Laurence est au conseil régional, mais on sent qu'on a plus de poids politique et les gens commencent à nous parler, commencent à nous faire confiance. Et ça, c'est très positif pour la suite. Dans ces conditions, l'ambition de cette union de la droite et du centre, c'est la reconquête de la ville de Nantes. C'est le message passé à leurs militants. Un message de mobilisation pour nous aider, nous soutenir, nous accompagner dans cette reconquête, avec effectivement une année 2017 qui est à la fois le mi-mandat, mais qui va aussi avoir quelques échéances nationales qui peuvent être des bons signes pour la suite. La droite nantaise est donc en campagne pour 2020, une campagne menée par Laurence Garnier. Sa position comme chef de file a été largement confirmée et applaudie hier soir. À Nantes, une belle surprise pour les petits patients du CHU de Nantes. Des super-héros leur ont rendu visite hier. Une opération rendue possible par la collecte des pièces jaunes. Lillouane les attendait avec impatience et elle n'a pas été déçue. De sa fenêtre, elle a pu rencontrer Batman, Robin et Superman en visite au CHU de Nantes. Un événement pour divertir les enfants malades et promouvoir l'opération Pièces jaunes de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Cette collecte nationale mise en place tous les ans a permis notamment d'ouvrir une maison hospitalière à Nantes. Je ne cesse de le répéter, il faut montrer à quoi servent ces pièces jaunes. Et là, quand on voit à quoi ressemble cette maison, quand vous rentrez, c'est une vraie maison. Je veux dire, vous vous rendez compte, il en faut des pièces jaunes. Donc c'est très utile. Il faut continuer à donner parce qu'on a plein de demandes dans différents CHU, dans différents hôpitaux. En plus, on fait d'autres choses. On finance la lutte contre la douleur, on fait des maisons pour ados, des services pour ados en difficulté. Financée à hauteur de 200 000 € par la Fondation, cette maison a ouvert ses portes en septembre 2016. 11 chambres, une cuisine et un espace salon sont à disposition des familles. Un lieu pour se sentir comme à la maison. On a essayé de créer une ambiance qui soit une ambiance de maison et pas une ambiance d'hôpital. Donc avec des couleurs, avec un style de déco qui coupe justement pour que les parents qui ont passé éventuellement la journée avec leur enfant dans un secteur hospitalier puissent se poser dans quelque chose où voilà, on est un petit peu ailleurs. On est dans l'hôpital, au 2e étage de l'hôpital, mais l'ambiance est différente et ça permet de faire une petite coupure.
À Nantes, la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France a aussi permis de financer l'accueil de jour adolescents et l'atelier radiophonique. La 28e collecte des pièces jaunes, elle, se terminera le 11 février prochain. Presse Océan a organisé mercredi la 10e cérémonie des trophées sportifs de Loire-Atlantique. La sprinteuse Sandra Gomis, le patineur Ewen Fernandez, mais aussi le NLA ou le HBC Nantes font notamment partie des lauréats. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Salle Capellia à La Chapelle-sur-Erdre. Qui est lauréat du trophée paralympique de cette année 2016? On va le découvrir dans un instant. Et c'est Damien Séguin. C'est principalement des volailles domestiques qui sont victimes de ce virus H5N8 hautement pathogène en France. Voilà. Mais il y a également quelques cas qui sont détectés chez des oiseaux sauvages. C'est les espèces de canards et de cygnes, donc la famille des anatidés, mais sont également surveillées les espèces de laridés, donc les mouettes et les goélands, ainsi que les espèces de harlidés, les foulques et les poules d'eau, qui sont considérées comme des espèces également réceptives et sensibles à ce virus-là, et qui peuvent donc être victimes de mortalité liée au passage du virus. La problématique actuelle, c'est vraiment une problématique de santé animale. Hein. On s'inquiète vraiment du H5N8 sur le territoire métropolitain, parce qu'il y a un enjeu de santé animale. Il n'est pas du tout zoonotique, hein, c'est vraiment un enjeu de santé animale. Donc il y a beaucoup de mesures qui sont prises, des mesures de biosécurité qui sont prises autour des élevages. C'est des mesures de confinement, c'est des mesures de restriction de mouvement, c'est des mesures aussi de biosécurité stricte à l'entrée et à la sortie de chaque site de production de volailles. Les allées et venues des personnes sont contrôlées. Les véhicules sont également contrôlés. C'est un virus qui est plutôt bien résistant au milieu extérieur, donc il peut être transmis par des chaussures souillées qui n'ont pas été désinfectées, par des véhicules qui auraient été souillés aussi, dont les roues auraient été souillées et qui n'auraient pas été désinfectées. Ouais. Pour chaque individu de ces espèces qui arrivent en centre, leur examen clinique est réalisé dans un bâtiment de quarantaine consacré à l'hospitalisation uniquement des espèces de cette famille-là. Et le reste d'hospitalisation est réalisé en quarantaine. Et ensuite, si les individus décèdent au cours de la quarantaine, à ce moment-là, on fait des analyses supplémentaires pour aller chercher l'éventuelle présence de ce virus-là. Et un point important, c'est que ce n'est pas une démarche personnelle de notre part. On travaille avec des collaborateurs à l'échelle nationale, notamment avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, avec l'unité sanitaire de la faune, qui, pour la première fois cette année, a impliqué les centres de réhabilitation dans la surveillance de cette maladie à l'échelle du territoire métropolitain.